voilà, moi, franchement, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Il n'y a que des gens qui se cherchent. Clairement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous pensez que vous avez des lacunes, c'est parce que vous n'avez pas encore pris conscience du potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Je peux vous dire que la personne qui prend conscience du potentiel, si vous nous regardez là, hein, je suis en train vous êtes 37, je vous regarde, les 37. Et si je vous avais en face de moi, je vous regarderais tous en face de moi et je vous ferai prendre conscience. La personne qui prend conscience du potentiel qu'elle a, elle devient un lion, une machine de guerre. C'est-à-dire que vous êtes tous, là vous êtes 36, tous 36 machines de guerre. Il faut simplement en prendre conscience, mais de façon viscérale, pas oh là là, je pense que je suis une machine de guerre, ça va faire mal. C'est pas ça. C'est qu'il faut que vous preniez conscience que ce que vous avez dans les tripes, ça vaut beaucoup plus que tout ce qui se passe ailleurs. Et ça, je veux faire référence à quelque chose qui est très important. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, c'est la différence d'un mec qui s'entraîne pendant 10 ans pour faire un 100 mètres en athlétisme et ce même mec qui va courir beaucoup plus vite, vous savez quand son gamin est en train de se noyer. Parce que ce mec, quand il fait sa compétition d'athlétisme et qu'il fait un 100 mètres, il s'est mis dans la tête l'idée de faire un temps. Il s'est conditionné. Il s'est dit, je me suis beaucoup entraîné, j'étais avec le coach, j'ai des bons résultats à l'entraînement, je suis bien, je suis chaud, j'ai des bons muscles. Donc il s'est conditionné. Il fait appel, ce qu'on appelle au conscient. Par contre, ce même mec qui va voir son gamin se noyer dans l'eau et qui va courir, je peux vous dire qu'il va courir beaucoup plus vite parce qu'il fait appel à l'inconscient. Et l'inconscient démultiplie la force. Vous l'avez déjà vu, ça peut-être. Des mecs qui disent « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mon père il était sous la voiture, j'ai réussi à soulever la voiture a fait 1 tonne !» Ouais, parce que tu as fait appel à l'inconscient. Et quand tu es dans l'inconscient, tu sais quoi? Tu es capable de te péter tout. Le dos, les articulations, tout. Tu fais appel à tous tes sens. Alors que, quand tu fais appel au conscient, tu es en train de gérer ton corps et ta puissance. Moi, je fais appel à vous quand vous aurez pris conscience, et je peux vous aider, et on peut vous aider pour ça, de qui vous êtes vraiment. Je peux vous dire que vous êtes tous des lions. Quand quelqu'un prend conscience de qui il est, j'aimerais pas l'avoir en face de moi, je vous le dis. Alors, est-ce que vous pensez pour un premier investissement immobilier de faire de l'achat-revente? Alors, c'est propre à chacun. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, effectivement, pour toutes les personnes qui se diraient, voilà, moi, je veux un peu de capital, je veux un peu de cash, ou même, si vous en avez déjà, c'est une stratégie, faire de l'achat-revente. Encore une fois, moi, je vais vous dire une chose qui résume bien comment on choisit nos projets. Pour moi, l'immobilier, c'est exactement comme la bourse. C'est-à-dire que c'est le marché qui décide. À quel moment j'achète, à quel moment je vends dans la bourse, ça dépend de ma courbe, ça dépend de l'action, ça dépend de l'actualité. Et ben dans l'immobilier, c'est pareil. Si je veux absolument faire une coloc, je vais pouvoir mettre 1 an avant qu'un produit spécial coloc se prête à moi. Non, vous êtes des opportunistes. C'est la première qualité que vous devez avoir. Ce qui veut dire que si vous arrivez sur un bien et que ce bien, vous remarquez qu'en le divisant, vous pouvez le revendre à la découpe et faire un achat-revente, alors vous pouvez le refaire. Si par contre ce bien est complètement loué et qui dégage beaucoup de cash, achetez-le sans le revendre, exploitez-le, au moins 5 ans, au moins 10 ans. Donc pour moi, c'est l'immobilier et c'est le marché qui décide. Donc voilà, donc il faut diversifier de la même manière que voilà, quand on place son argent, on ne place jamais tout au même endroit avec des objectifs de placement à court, moyen, long terme. D'ailleurs, si tu veux placer ton argent sur mes comptes, c'est possible. Putain, j'ai une peu coup. Accroche-toi à la montgolfière. Allez, comment trouver les villes rentables? Comment vous procédez à votre analyse du marché? Il y a une centaine de villes dans une région. Comment vous faites pour trouver ces villes? Très bonne question, Zineb. Je vais commencer par y répondre. Alors déjà, pour savoir comment trouver, il faut savoir ce qu'on cherche. Ça va être la première des choses. C'est-à-dire, quand on dit savoir ce qu'on cherche, c'est quel est le budget que l'on va pouvoir déjà mettre sur la table. On se connaît, c'est la banque qui va nous financer. Est-ce que je cherche un projet plutôt à 50 000 €? Est-ce que je cherche un projet plutôt à 150 000 €, à 500 000 €, à 1 million d'euros? Bref, qu'est-ce que je cherche? Parce que si vous voulez trouver quelque chose, il va déjà falloir que vous sachiez ce que vous cherchez. Une fois que vous avez déterminé votre budget, vous allez pouvoir aller dans une agence immobilière ou 2 sur une plateforme Internet si vous préférez l'Internet. Ensuite, ça va être une recherche par secteur. Si par exemple, je dis une bêtise, vous habitez à Lyon, vous prenez Lyon et vous allez regarder les autoroutes qui partent de cette ville. Voilà. Et vous allez suivre les autoroutes.
Dès que vous êtes sorti d'une autoroute et que vous voyez une entrée et une sortie d'autoroute, vous allez regarder cette petite ville. Cette ville, vous allez la taper sur Internet et vous allez taper le nom de la ville avec le nombre d'habitants. Donc vous marquez, par exemple, si vous êtes à Lyon, vous marquez Corba, nombre d'habitants, et vous allez sur le site de l'internaute.com. Sur l'internaute, vous allez pouvoir voir comme ça l'évolution de la ville. Si la ville a, sur les 15 dernières années, une augmentation entre 5 et 10% de sa population, alors vous êtes sur une ville qui est dynamique. Ce qui veut dire que la grosse ville, elle est en train de migrer vers cette ville. Auquel cas, vous êtes sur une ville qui a du potentiel futur, ce qu'on appelle une ville de seconde zone. Là où vous allez pouvoir acheter moins cher que là où c'est déjà connu. Voilà, ça c'est la première piste. On pourra aller très loin et beaucoup plus loin pour trouver des villes de seconde zone, mais c'est la première piste que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous pensez que la période de post-confinement va permettre une diminution du prix dans l'immobilier? Alors, déjà, pour répondre à cette question, on peut regarder ce qui s'est passé avant. Ce n'est pas la première crise sanitaire qu'on est en train de passer. Ce sera, à mon avis, pas non plus la dernière. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois qu'on a eu une crise? Il y a eu des secteurs qui se sont cassés la gueule. Il y a des secteurs qui ont continué à fonctionner. Quels sont les secteurs qui ont continué à fonctionner? Les secteurs qui avaient une contrepartie. Dans l'immobilier, quand vous achetez de la pierre, ça peut être un immeuble, ça peut être un appartement, ça peut être un local, vous avez un investissement de départ et derrière une contrepartie qui est un loyer. Dès lors où vous avez un loyer qui vient en face, vous achetez alors un produit sur lequel vous êtes sûr de ne pas perdre. Donc ce marché ne peut pas dévaluer. Vous avez toujours une demande qui est en face. Alors bien entendu que le marché de l'immobilier, il va sûrement descendre de 3, 4, 5, allez, 10%. Ce qu'on a vu dans la crise des subprimes, ce qui était là une vraie crise financière et pas une crise sanitaire. L'immobilier, il a dégringolé de combien en France? Il a dégringolé entre 5 et 10%. Je dissocie deux choses. Un, le marché de l'acquéreur immobilier qui va lui acheter une maison pour lui, où là je serai un peu plus intransigeant et beaucoup plus sévère en disant ce marché va avoir plus de mal à se remettre en route parce qu'on a des gens qui vont se dire ok, moi je suis en situation d'attente, je sors de mon confinement, donc je ne vais pas reprendre les visites parce que je ne sais pas si je vais garder mon job, je ne sais pas si je vais continuer à toucher un salaire, si je vais être licencié, je ne sais pas si je vais déménager, si je vais rester dans mon secteur. Donc ce marché-là, pour moi, il va être beaucoup plus poussif. Par contre, le marché des investisseurs, celui où les gens mettent leur argent sur la table, clairement, je peux vous dire que ce marché-là va continuer à perdurer car les investisseurs immobiliers sont, comme son nom l'indique, des investisseurs et ne sont pas là à se demander s'ils vont perdre leur job ou pas. Donc quand il y a une contrepartie, vous êtes sûr que le marché va fonctionner. Quand on a acheté, nous, nos premiers immeubles, le premier bien qu'on a acheté en 2001 et tous ceux qui sont venus juste après, tous les biens ont passé des crises. 2000, la crise de la bulle Internet. 2005, 2008, 2011, on a eu plusieurs crises. Notre immobilier, la valeur vénale, elle a effectivement diminué. C'est-à-dire qu'un immeuble qu'on a acheté en 2005, peut-être qu'en 2006, si on l'a acheté 100 000, il valait 97 000. Peut-être qu'en 2010, il valait 93 000. Peut-être qu'en 2019, avant la crise, il valait 104 000. Mais ce qui est certain, c'est que cet immeuble, s'il avait une rentrée locative à 1 000 €, à chaque année qui passait, on avait 1 000 € de rentrée locative par mois. Donc finalement, quand on est un investisseur, on ne se réveille pas tous les matins en se disant « mais combien vaut mon immobilier, combien vaut mon patrimoine ?» C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est combien je paye chaque mois, ma charge fixe, mon crédit à la banque, tant que je n'ai pas remboursé ma dette à la banque, et qu'est-ce qui me rentre chaque mois? Le loyer de mon locataire. Et une fois que j'ai cumulé mon actif et mon passif, et que entre les deux, je suis gagnant, eh ben, je traverse ma crise. Le problème de mal traverser une crise, ça serait clairement de revendre le bien sur lequel je suis propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Quand on est investisseur, il faut aussi savoir gérer sa trésor en amont, pendant et après. À partir du moment où on a bien géré sa trésor et qu'on a une stratégie d'investisseur, voilà, forcément, l'immobilier, on a eu des hauts, on a eu des bas, mais en tant qu'investisseur, on n'a jamais été confronté à un problème, on va dire, de taille, quoi. Alors, Pierre nous dit, c'est une bonne question, les banques prêteront plus aux investisseurs sans apport de malade. Alors, sur cette question,
encore une fois, j'émets des réserves. Clairement, le marché s'est durci même avant cette crise sanitaire, qui n'est pas encore une crise financière, mais qui va le devenir, parce que pour l'instant, on a eu le premier bilan du premier trimestre de l'année. On va aller sur le deuxième bilan du deuxième trimestre de l'année, qui sera... Pour les sociétés, et on aura des résultats, on va dire, en juillet ou en août. Ouais. Exactement. Les banques avaient déjà mis beaucoup plus de filtres. Les banques ont de plus en plus de mal à prêter aux dossiers qui sont moins bien ficelés. Si vous êtes un vrai investisseur, j'entends un investisseur, quelqu'un qui veut mettre l'argent sur la table, limite quelqu'un qui a pratiquement la contrepartie, l'argent, mais qui fait et qui utilise le levier bancaire auprès de la banque. Alors, si vous êtes un investisseur, sachez que vous n'aurez pas besoin de mettre 40% ou 50% d'apport pour pouvoir fonctionner. C'est complètement faux. D'ailleurs, il faut différencier l'apport et l'argent que vous allez proposer à la banque. Vous pouvez très bien, sur un projet à 200 000, proposer 10 000 euros d'apport et 10 000 euros que vous placez sur un compte qui reste disponible, mais dans cette banque, de façon à la rassurer et pouvoir obtenir votre crédit financier. Alors, je suis d'accord avec Guillaume qui dit que chaque banque a ses conditions. Déjà d'une agence à une autre, dans la même banque, les conditions ne sont pas les mêmes. Et je pense que ça dépend aussi de l'interlocuteur, s'il a bien cerné votre projet. Et bien évidemment, vous en tant qu'investisseur, si vous êtes bien objectif sur l'investissement que vous allez faire par rapport à votre situation. Si vous êtes complètement démesuré avec des chiffres incroyables, que vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez rien, c'est sûr que ça peut être plus compliqué. Maintenant, encore une fois, il va falloir y aller crescendo. Il faut aussi parfois jouer le jeu. Nous, on a été forcément confrontés à ça quand on a démarré dans l'immobilier. Mais encore une fois, l'immobilier, les situations au moment où on investit ne sont pas les situations d'aujourd'hui. Il a fallu qu'on mette un petit peu d'apport. Voilà, mais on a joué le jeu parce que forcément, quand on a un encours, quand on a, en fonction du bien, du montant du bien, il y a un moment, il faut aussi savoir peut-être jouer le jeu pour une infime partie. Voilà, donc on a mis un petit peu d'apport qui représente à peu près 15 000 euros sur presque 400 000 euros d'investis. Enfin voilà, donc ça reste tout à fait cohérent et correct. Mais les conditions risqueront de changer potentiellement. Encore une fois, si vous arrivez avec un dossier qui est cohérent, qui est objectif par rapport à votre situation, qui est ficelé, bien monté, bien détaillé, il n'y a pas de raison que ça pose problème. Exactement, Hugo. Les banques ont besoin de nous, on a besoin d'elles. On reste dans un juste équilibre. 15%, oui. Alors, si la banque voit un intérêt à nous financer, ils financeront. Il faut juste arriver avec un dossier solide et des choses à proposer en contrepartie. Voilà. Effectivement, Guillaume, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver aujourd'hui en banque. J'entends pour les investisseurs, c'est complètement différent des acquéreurs qui achètent une résidence principale, etc. Il faut bien différencier les deux. Si vous arrivez sur ce live et vous dites « Attendez, je ne comprends pas ce qu'il dit, moi je veux acheter ma résidence principale et je fais affaire avec ma banque et j'ai aucun problème et on ne me demande rien », c'est complètement différent. Mais pour les investisseurs immobiliers, effectivement, il va falloir donner des garanties, il va falloir aussi user de stratagèmes. Vous savez, aujourd'hui, pour moi, un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui défend son projet comme un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui va comme s'il allait demander un besoin en fonds de roulement ou une trésorerie parce qu'il est en train de développer un produit. Il se met à son compte, il s'est associé, ils ont tous un petit peu d'argent, mais ils ont une idée, un concept. Il va falloir commander de la matière première, des machines, et pour ça, il va falloir demander un crédit à la banque. Et bien pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va arriver à la banque avec un business plan, avec un prévisionnel, c'est-à-dire monsieur le banquier, voilà la situation à l'instant T, voilà avec l'argent que vous allez me prêter ce que je vais acheter, et voilà avec ce que je vais acheter, combien ça va me rapporter, combien je vais générer de plus-value. Donc, si je veux cette plus-value, voilà combien vous devez me prêter. Ça, c'est un vrai business plan qui sont réalisés par des personnes qui se mettent à leur compte et qui se lancent dans l'immobilier. Quand vous avez peu de moyens, parce que quand on a 10 000, 15 000 ou 20 000 euros pour sortir 300, 400 ou 500 000 euros, pour moi, on a peu de moyens. Quand on a peu de moyens, on doit rassurer la banque, on doit différencier deux choses, qui on est, quel est le projet que l'on défend. Et ce sont deux actes à faire stipuler au banquier. Il faut que je le rassure parce que je suis quelqu'un de safe, parce que ma femme est safe. 1 sur 2, c'est-à-dire que j'ai conclu avec le banquier une chose sur les deux choses que je dois faire. Deuxième chose, il faut que je le rassure sur mon projet. Si le conseiller bancaire ou le banquier
est rassuré sur mon projet en disant qu'il est rentable, mais qu'il n'est pas rassuré par les porteurs du projet, à savoir nous, on aura un non. Si il est rassuré par notre situation, mais qu'il ne croit pas en notre projet parce que le bien qu'on achète, il est persuadé qu'il ne se louera pas ou que la rentrée locative elle est surévaluée par rapport à ce qu'on a prévu, alors, même s'il a confiance en nous, on ne sortira pas le projet. C'est le tout qui fait l'ensemble et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que vous alliez en banque en expliquant bien deux choses. La personne que je représente est dissociée du projet que je représente. Si toutefois, vous pouvez imaginer que quelquefois, vous ayez un non de la part d'une banque et vous arrivez avec un autre projet un an après, la même situation financière et la banque vous dit oui. Parce qu'elle vous avait fait confiance à vous, mais ne croyez pas en votre projet. Et ça peut être exactement le contraire. Elle croit sur le projet, mais vous n'avez pas aujourd'hui à l'instant T les garanties qui l'intéressent elle, et elle vous dit non. Donc il va falloir que vous puissiez la convaincre. Pour ça, il y a des techniques, il y a plein de choses à mettre en place. Ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien d'enjoliver la vérité, ça ne sert à rien d'en arrivant avec des faux chiffres. Non, mais après, voilà, il faut apporter de la matière, il faut apporter des solutions. Nous, on a déjà été confrontés. Enfin, après, on n'est pas en train de dire que d'obtenir un financement, c'est facile. Ça peut être très compliqué, on a déjà été confronté à ça. Maintenant, il faut trouver des solutions. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'épargne, mais a pas on n'a pas d'intérêt à mettre beaucoup d'apports, d'autant plus quand on investit dans du locatif, et ça on l'a bien compris pour ceux qui sont investisseurs, avec la recherche de cash flow. Dans ces cas-là, il y a des solutions. On peut aussi nantir sur un contrat d'assurance vie. Enfin voilà, il existe des solutions en aparté, en dehors de mettre un gros apport directement dans l'acquisition immobilière. Même si on obtient un non, c'est peut-être de trouver, en échangeant avec le conseiller, quels seraient les points positifs du dossier, quelles seraient les choses à apporter pour pouvoir à obtenir un oui, tout simplement. Et puis, chaque banque a son profil, mais vous pouvez très bien arriver dans une banque. Est-ce que vous pourriez nous dire, ouais, mais moi j'arrive dans une banque et j'ai un bon projet. J'ai un projet, c'est un immeuble très diversifié. Il y a du pro, il y a du particulier. Il est complètement loué. Et puis, moi j'ai un bon profil. Je tiens la route. Et pourtant, la banque m'a dit non. Il faut bien comprendre que quand vous arrivez en boîte de nuit et que vous êtes un beau gosse ou une belle gosse et qu'il y a de la bonne musique et puis que vous arrivez pour séduire quelqu'un, si la personne en face elle n'est pas réceptive ou il n'est pas réceptif, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'irez nulle part. Ce qui veut dire que quelquefois vous allez arriver dans une banque et dans cette banque, vous ne serez pas la cible choisie. C'est-à-dire que vous ne serez pas la personne que la banque recherche. Auquel cas, si vous n'êtes pas la cible, vous pouvez arriver avec le meilleur des projets et avec le meilleur des profils. Le conseiller bancaire, si il est très humain avec vous, il va vous recevoir et il vous dira non. Mais ne surtout pas s'arrêter là. Nous, souvent, on entend « Ouais, mais pour vous, c'est facile, vous avez maintenant beaucoup d'immeubles, donc limite, on arrive dans une banque, on frappe, et puis le mec, il nous reçoit, et puis il nous demande où est-ce qu'on signe. » Non, je peux vous dire que de tous les projets que l'on a sortis, pour les derniers, puisqu'on a signé 17 appartements en 2019, on a commencé par un non à la banque. On a commencé par un non. Alors nous, c'est le non. Non, pourquoi ? Pourquoi vous ne souhaitez pas nous suivre ? Alors, on évite tout de suite les phrases bateaux du genre « Vous êtes trop jeune », vous l'avez peut-être eu, hein. Moi ça je l'ai eu dans mes premières années d'investissement, j'étais toujours trop jeune. Bon, peut-être que maintenant après je serai trop vieux, mais j'étais toujours trop jeune. Trop jeune, pas assez d'apport. Pas assez d'apport, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous allez m'expliquer, vous, la banque, qui a vu une capitalisation à 35 millions d'euros, que mon projet à 100 000, avec 10 000 euros d'apport, il vous rassure ? En gros, on est en train de jouer la banque pour 10 000 balles ? Non. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est une excuse qui vous dit, je vais lui dire qu'il n'y a pas assez d'apport, comme ça, il se barre et c'est terminé. Il faut absolument que vous sachiez quelle est la vraie raison du refus. Pourquoi ? Parce que si vous avez la vraie raison, c'est beaucoup plus facile pour vous de pouvoir contrer ce refus sur une deuxième banque. Imaginez que vous arriviez en boîte, on garde notre exemple. Moi, je veux séduire Women Invest. Elle me dit, t'es trop jeune. Je dis, attends, on a 1 an d'écart, c'est des conneries ça. Par contre, si elle me dit, ben non, mais j'ai déjà un mari. Ah, elle est mariée. Donc, je me suis confronté à quelque chose qui n'était pas possible. Ou alors, elle me répond, bah, j'ai pas trop apprécié parce que t'es venu me voir, mais tu peux à l'alcool. Ok. Donc, ce qui veut dire que la prochaine fois que je vais aller séduire quelqu'un, je vais y aller en faisant attention de ne pas boire et de ne pas avoir une haleine qui fait que ça sent l'alcool. Et au moins, j'avance. Si la banque vous dit, c'est pas possible, on ne vous suit pas, trouvez
pourquoi faut la toujours banque ne vous savoir suit pas. pourquoi ça permet. Puis même, en fonction de ce pourquoi elle ne vous suit pas, vous pouvez tout à fait continuer avec elle en apportant des éléments supplémentaires, tout simple. Enfin, voilà, c'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Alors, c'est ce qui est arrivé et il ne faudrait pas faire l'erreur du contraire. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des dossiers bancaires de 200 pages. Accrochez-vous, j'ai déjà vu des dossiers bancaires de 200 pages. Moi, je peux vous dire que nos dossiers bancaires font entre 15 et 20 pages. Parce qu'après, attention, des dossiers bancaires trop importants, trop d'infos tue l'info et on noie le conseiller, quoi. Il faut absolument que vous soyez clair, net et précis. concis et précis. Parce que si le conseiller bancaire va très clairement comprendre qui vous êtes, où est-ce que vous investissez, pourquoi ça va se louer mieux que les autres et pourquoi ça va se louer plus cher que les autres, et vous avez vu, j'ai pas une main, 4 doigts, il y a un cinquième. C'est comment la banque va faire pour vendre votre projet si vous n'êtes pas capable de payer. Par exemple, à la découpe. Vous avez un projet à 300 000 €, il y a 3 appartements. S'il les vend à la découpe 150 000 € l'appartement, ça fait 450 000, il est capable de se rembourser. Si vous êtes capable de lui faire comprendre ça, alors vous avez mis toutes les chances de votre côté pour pouvoir y arriver. On le dit souvent, pas de chance de faire une bonne première impression, c'est exactement comme ça que vous devez arriver en banque. Si vous arrivez en banque avec un dossier bancaire qui fait 200 pages, vous vous donnez la possibilité de pouvoir vous faire couper la main. Parce que plus vous allez donner d'éléments, plus vous allez être questionné. Plus il y a d'éléments, moins le banquier risque de comprendre. Moins il comprend, moins il y va. Et ça marche avec tout le monde. Si demain, je vous explique une nouvelle théorie pour parvenir à un résultat, et que je vous donne 3 arguments, et que vous les comprenez, vous allez vouloir y aller. Si je vous dis par contre, je suis désolé, mais il y a 317 arguments à comprendre parfaitement, vous allez me dire non, ça me dépasse, moi je voulais pas d'une centrale nucléaire. Et c'est là où certains se font piéger. Parce qu'ils arrivent avec un dossier bancaire, où dans le dossier bancaire, il y a tout. L'âge du capitaine, l'âge de l'attente, vous avez tout dedans. C'est pas ça, il faut des chiffres clés. Si vous faites une rentabilité, cherchez une rentabilité brute, plutôt qu'une brute, plus une nette, plus une nette nette, plus une nette nette nette, plus une nette 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 nette. À un moment donné, il faut choisir vos calculs, de façon à ce que le banquier, quand il a pris en compte, il le trouve. Moi, je sais qu'Women Invest, à chaque fois qu'elle arrive, elle a des petites chemises. Ouais, j'ai des chemises et des sous-pochettes où en fonction des différentes structures que l'on détient, avec les différents loyers, les différents justificatifs à donner pour chaque structure, je les dispatche pour que ça soit plus facile à comprendre. Mais sur chacune des petites pochettes, vous savez, c'est les pochettes en papier tout simple, colorées, je fais un récap justement de chaque structure avec chaque locataire, chaque loyer, chaque encours. En fait, ce qu'un conseiller a besoin de savoir tout de suite. Ça permet d'avoir un résumé parce que forcément, quand vous avez dans une structure plusieurs biens dont une partie est payée par exemple par la CAF, une autre partie par le locataire, imaginons qu'il y a 2 locataires, ils payent chacun leur part, etc. Ça va être très compliqué pour le conseiller de s'y retrouver. De même que pour les taxes foncières, enfin voilà, pour vraiment tout expliquer. Donc souvent, je redétaille sur ces sous-pochettes, ce qui permet d'être clair, précis, et puis voilà, il comprend. Et souvent, ça a été justement reçu de façon très positive de la part des conseillers. Oui, exact. Alors après, je veux bien vous l'entendre, parce que j'ai vu passer des messages en disant « Mais Laurent, on est en crise, c'est compliqué, cela. » Il faut pas non plus être complètement inconscient. Et nous, on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas optimiste, on n'est pas pessimiste, on essaie d'être réaliste. Mais on a 38 et 39 ans, on a toujours investi dans l'immobilier, ça fonctionne. Il y a des moments où on s'est planté, des moments où on a réussi, on a fait le bilan de ce qui marchait de façon à pouvoir le répliquer. Maintenant, je peux vous dire que cette crise, elle va être compliquée, elle va être difficile, mais on va la traverser. On va la traverser parce que c'est une crise qui est sanitaire à l'origine, qui est différente de la crise de 2008, qui était une crise qui était financière à l'origine, où on avait découvert effectivement que certains crédits ne pouvaient pas être remboursés par des nouveaux propriétaires, qu'ils n'en avaient pas les moyens et qu'en plus le marché de l'immobilier était tombé. Donc s'ils revendaient leurs actifs, ils n'étaient pas capables de pouvoir rembourser le montant du crédit qu'ils avaient fait. Donc en fait, ils sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis, ils étaient obligés de tomber. Là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est moins bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des conséquences économiques, et on le sait. Et c'est, voilà, on le voit bien qu'il risque d'en avoir. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien. Je vais vous dire une chose. Une chose qui est importante que vous compreniez. Et s'il y a une chose que vous devez comprendre sur ce live, c'est celle-ci. Écoutez bien. Vous décidez de ne pas acheter. Parce que vous vous dites, ok, moi, le marché de l'immobilier, il va se casser la gueule.
Et dans un an, je vais acheter 20 000 € moins cher mon bien que maintenant. OK? 20 000 €. Allez, on va dire sur un bien à 200 000. Et vous allez l'acheter 180 000. C'est-à-dire qu'il va perdre 10%. OK. Moi, avec Women Invest, je vous dis, lundi, on passe chez le notaire. Donc le bien, on l'achète. OK. Et Junior. Non, mais c'était... Donc le bien, on l'achète. Par contre, on a négocié à la banque un différé de prêt de 36 mois. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on prend des garanties, on va payer que les intérêts et l'assurance. Sur un crédit de 1 900 € par mois, on va payer à peu près 300 € par mois. OK? D'accord. Donc vous attendez un an et vous avez la possibilité de pouvoir acheter 20 000 moins cher. OK. Moi, le bien, je le loue 3 000 € par mois et j'ai 300 € de charges par mois. Ce qui veut dire que chaque mois, je vais faire 2 700 €. Dans un an, si je prends 10 mois en prenant 2 mois de vacances locatives, dans un an, dans 10 mois, 2 700 x 10, 27 000. Ça veut dire que dans un an, on se revoit, et puis tu me dis, tiens, je vais essayer de me repositionner parce que l'immeuble, il a diminué de 20 000. Je vais te dire, OK. Bon, 2 choses. Moi, je suis déjà propriétaire et j'ai engrangé 27 000. Toi, tu penses gagner 20 000 et maintenant, comme il est 20 000 € moins cher, je suis en face de toi. Parce que oui, maintenant, comme tu n'es pas propriétaire, ben moi aussi, je vais faire une proposition sur cet immeuble. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi la morale de cette histoire? Est-ce que vous voulez maintenant, tout de suite, commencer à investir, bien négocier votre prêt pour commencer à faire du cash ou attendre et vous retrouver en concurrence parce que le bien il a baissé de 20 000? Parce que là, on parle de biens quand même avec une réalité financière et économique. Et en face de vous, vous avez qui? Quand vous achetez un immeuble de rapport, vous croyez que vous avez qui? Un acquéreur? Vous avez un investisseur immobilier? L'investisseur, qu'est-ce qu'il vous dit? Mon immeuble qui valait 200 000 il y a 3 mois générait 2 000 par mois. Mon immeuble qui génère 2 000 par mois aujourd'hui, monsieur, il vend 200 000. Je veux bien faire un effort, 190 000. Allez, je vous fais 10 000 € de moins. Mais il est toujours à 2 000 € par mois. Et pendant ce temps-là, nous, on a engrangé. Parce que pendant ce temps-là, on a loué. Et pendant ce temps-là, on a eu notre différé de prêt. Donc finalement, ce n'est pas le moment qui est important. C'est la façon, la manière. C'est-à-dire comment vous allez négocier, comment vous allez défendre votre projet à la banque. Prenez du temps sur la façon dont vous allez sortir vos projets. Qu'importe la période. On est en train de sortir d'une crise sanitaire pour rentrer dans une crise financière. OK. Alors ça, vous le savez, ça. C'est dans votre tête. OK. Faites-le comprendre maintenant à l'investisseur. Et utilisez-le comme une décote. Bonjour, monsieur l'investisseur, je viens vous voir. Et vous avez vu, j'ai pas peur. Je suis prêt à investir maintenant, tout de suite, sans problème. Par contre, votre bien à 200 000, je vous l'achète à 180, sous condition de l'obtention de mon prêt bancaire. On y va comme ça vous va? Et là, vous gagnez. Là, vous avez le droit. Et là, on est bon. Parce qu'ensuite, vous allez voir votre banque et vous dites à la banque, ben voilà, moi j'ai besoin de faire un petit peu de travaux, le rafraîchissement, puis vous comprenez, la situation est un peu compliquée, j'aurais besoin d'un différé. Vous allez obtenir votre différé de prêt. Vous avez acheté avec une moins-value, vous avez négocié et vous avez un prêt qui vous permet de pouvoir faire du cash. Voilà, je vous donne quelques pépites, c'est comme ça, c'est pour vous. Je peux vous dire que ça vaut de l'or, attention. Hein. Avant d'en arriver là, il a fallu en faire des conneries. Hein. Je peux vous dire qu'il a fallu tomber dans des trous. Hein. Mais c'est exactement comme ça que vous pouvez bien gérer. Alors, si vous vous posez la question de vous dire... Ouais, mais bon, moi, je pense que je vais attendre parce que là, la crise, ça va faire mal. J'ai vu dans les... Ok, ça, vous voulez savoir ce que c'est, ce comportement? Il n'est pas bien ou mauvais, j'ai pas à le juger. Non. Ça, c'est un comportement de quelqu'un qui ne sait pas. C'est-à-dire que quand on vous dit « Est-ce que tu veux te marier ?» et que l'autre, il dit « Je sais pas », bah, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Clairement. Donc, quand on repousse ou quand on ne fait pas, eh ben, c'est qu'on cherche des excuses, tout simplement. C'est uniquement ça. Donc, essayez d'être vrai. Essayez d'être vrai, mais pas avec les autres. Avec la personne la plus importante. Avec vous-même. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même. On peut mentir à tout le monde. Mais se mentir à soi-même, c'est pas possible. Essayez d'être vrai avec vous et de vous dire « Pourquoi j'investis pas maintenant ?» De trouver les raisons pour lesquelles... Tu sais que, à un moment donné, je faisais du commerce. Et tu sais que j'arrivais, des fois, j'étais face à des clients. Et le mec, il me disait, votre marché, là, il est à 30 000. Vous pouvez me faire un geste? Alors, je le regardais, je disais oui, oui. Et je disais ça. Et il n'aimait pas. Alors, je disais, bon, écoutez, je vais vous faire un tarif, mais je vais vous demander une chose. Je vous donne aujourd'hui mon meilleur prix. Mais par contre, vous, ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez une chose. Soit on fait affaire ensemble, soit on ne fait pas affaire ensemble. Mais je veux une réponse aujourd'hui. Ça, c'était pour écarter le « bon, bah ok, je vais réfléchir ».
Tu vois, l'argument qui fait qu'après, tu peux plus contrecarrer et tu es en opposition. Tu joues plus avec, tu joues contre. Donc, je disais, écoutez, on est à 30 000. Je vais vous donner maintenant, tout de suite, mon meilleur prix. Mais ce que j'attends de vous, c'est que vous me donniez une décision. Oui ou non. Et je disais, vous êtes prêt à me donner la décision? Là, il me disait, pour connaître le prix. Bah oui, je peux vous la donner, effectivement. Ok, très bien. Donc, je faisais mon petit calcul. Et j'y disais, bah écoutez, à la place de 30 000, moi, je vais vous faire 28 000. C'est mon dernier prix. Qu'est-ce qui fait qu'on ne ferait pas affaire ensemble? Le mec, il ne s'attend pas à une question comme ça. Non, bah je sais pas, moi. D'accord. Donc si vous ne savez pas, comme j'ai fait un pas vers vous, vous pouvez faire un pas vers moi. On se met d'accord à 28 000. Ça y va comme ça? Il répond par l'affirmative. Et comme vous êtes sûr de vous, vous l'emmenez. Parce que vous êtes convaincu. Si aujourd'hui, vous ne le faites pas, c'est parce que vous trouvez toutes les excuses du monde. Il y a plus de monde en cardio, il y a plus de monde qui va mourir, il y a plus de monde... 250 000 morts pour le coronavirus. 250 000 morts, c'est énorme, d'accord? 600 000 à l'année pour ceux qui fument. Et je vous parle pas de ceux qui sont alcooliques, c'est encore beaucoup plus grand. Je vous compte pas de ceux qui meurent tous les jours sur la route parce qu'ils ont des accidents, d'accord? Un mort, c'est toujours un mort de trop, ok? Mais vous êtes des investisseurs. Ne vous arrêtez pas à ça, sinon vous ne ferez rien. Parce que vous savez ce qui va se passer une fois que la crise Corona va être finie. On va avoir une crise financière. Une fois que la crise financière va être passée, on va avoir le démon du moustique de la mort qui va arriver. Après, on va avoir ça, après, on va avoir ça, après, on va avoir ça. Et à la fin, vous allez dire, merde, j'ai un mec qui est à côté de moi. Il est déjà à son 3e immeuble. J'ai démarré et moi, j'ai toujours rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je passe pas à l'action? Bah, tu passes pas à l'action simplement parce que tu te donnes des excuses. Et c'est facile, les excuses. Tout le monde peut en trouver. Là, il est quelle heure? Je peux vous dire, il est 20 h. Bon, bah, j'arrête de travailler. Allez, on coupe le live, on arrête, c'est bon. Non, il est 20 h, c'est l'heure du journal, il faut que j'aille regarder, c'est important. Stop, arrêtez. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour gagner de l'argent, il n'y a pas d'heure pour en vouloir, il n'y a surtout pas d'heure pour vos objectifs. Je vous le dis clairement. Pas d'optimisme, pas de pessimiste. Uniquement du réaliste en croyant en vous, Ne soyez pas la personne que vous allez décevoir. Ne soyez pas la personne que vous allez décevoir. C'est très important de comprendre ça. Moi, je peux vous dire que aujourd'hui, il y a des gens que je ne veux pas décevoir. Il y en a une qui est à côté, là, déjà, je peux vous dire qu'elle, je n'ai pas envie de la décevoir. Mais s'il y a une personne que je n'ai pas envie de décevoir, celle qui est le plus important, c'est qui? Ben, c'est moi. J'ai pas envie d'être déçu de ce que je fais. Et pour ne pas être déçu de ce que je fais, eh ben j'y vais, je fonce. Alors, attention, je dis pas que c'est facile, loin de là. Si demain je dois apprendre à piloter un avion, je peux vous dire que la première fois que je vais monter, je vais fermer le cockpit et je vais être tout seul dedans, je pense que je vais me chier un peu dessus. Je pense d'ailleurs que je mettrai une couche ce jour-là. Je vous le dis. Mais clairement, je passerai à l'action, je le ferai et j'y arriverai. Totalement novice dans le domaine et ça me permet d'améliorer mes compétences immobilières, voilà, de découvrir un petit peu ce qui se fait et sur quoi je pourrais partir moi quand je vais commencer à investir dans l'immobilier. On ressent vraiment qu'ils ont envie de nous aider et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu aussi dans leur formation. Parce que vraiment vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez peut-être aussi mettre vos croyances limitantes de côté. Il faut savoir oser. Il faut savoir oser faire un pas en avant pour justement mettre parfois ces certitudes à mal. Mais c'est surtout pour notre bien. Voilà. Hyper bienveillants et ils sont toujours là pour répondre à nos questions, surtout quand il y a des urgences et qu'on a des grosses problématiques.